Au fond des mers se trouve un monde inconnu et mystérieux. L'homme, qui a exploré tous les recoins du globe, ne connaît qu'une infime partie du monde sous-marin. La profondeur moyenne des mers est de 3800 mètres, mais nous ne pouvons pas plonger au-delà d'une centaine de mètres. Même la lumière du soleil n'atteint que 200 mètres de profondeur. Au-delà, c'est l'obscurité totale qui règne. Ainsi, jusqu'à une époque récente, nous ne connaissions rien de la topographie des fonds marins. Qu'y a-t-il au fond des mers? On a commencé à entrevoir la réponse grâce à une invention qui n'avait rien à voir avec les océans. Tout commence au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Le télégraphe et le téléphone viennent d'être inventés. Leur technologie révolutionnaire va influer sur la vie et l'activité économique de tous. À l'époque, la baisse des récoltes aux États-Unis affecte considérablement le marché européen. Afin de faciliter la transmission rapide d'informations, un câble sous-marin transatlantique est posé. Pour déterminer le parcours du câble, une étude de la topographie sous-marine doit être effectuée. C'est une première. Les résultats de cette première étude complète des fonds de l'océan Atlantique sont conservés aux archives nationales américaines. C'est la marine américaine qui mène ces recherches. À l'époque, la méthode utilisée consiste à jeter l'ancre et à mesurer à chaque fois la profondeur à l'aide d'une corde. Ces mesures ne sont effectuées qu'en 30 points différents. En procédant de la sorte, on découvre que le fond de l'océan Atlantique n'est pas plat, mais montagneux. La marine décide alors d'augmenter le nombre des points de mesure de 30 à 200 et dessine une carte topographique du fond de l'Atlantique Nord. Les données étant limitées, la carte n'est pas très détaillée, mais elle montre que, contrairement à l'idée reçue qui veut que l'océan soit plus profond à mesure que l'on s'éloigne des côtes, le milieu de l'Atlantique est surélevé. Une centaine d'années plus tard, dans les années 50, la nature de ce relief médio-atlantique sera révélée. Marie Tarp, 76 ans, vit dans le New Jersey. En 1952, elle travaille à l'université de Columbia dans le cadre d'un projet visant à établir une carte topographique détaillée du fond de l'Atlantique Nord. Son travail consiste à relever les données et à les extrapoler sur une carte. Le docteur Bruce Eason, professeur à l'université de Columbia, supervise les opérations. Marie Tarp conservera chez elle toutes les données collectées afin de dresser cette carte. Parmi tous ces documents, il y en a un qui montre clairement la forme de la dorsale médio-atlantique. Il s'agit d'un graphique du relief de l'Atlantique Nord, tracé par Marie Tarp elle-même. À l'époque, Marie Tarp et son équipe utilisent le sonar qui vient d'être inventé pour étudier la topographie sous-marine. Voici les 6 schémas. Ils ont été établis en 1952 d'après les mesures prises au cours des trajets
que vous voyez là. Les membres de l'équipe traversent l'Atlantique le long de 6 trajets différents et dessinent une coupe transversale du relief de chaque trajet. Le fond de l'océan est beaucoup plus accidenté qu'ils ne le pensaient. Ils s'aperçoivent que les fonds marins forment au centre un pic semblable à une montagne entourée de pentes douces. L'arête centrale culmine à 3000 mètres. Les autres graphiques révèlent une topographie similaire. Ils ont conclu que la dorsale médio-atlantique est une chaîne de montagnes qui s'étend du nord au sud. Marie Tarp remarque également la topographie particulière du sommet de la dorsale. Ce qui sortait de l'ordinaire, c'était ce grand fossé au milieu. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus surprenant. Sur l'arête de la dorsale, il y avait ce fossé d'effondrement, ce rift. C'était une particularité que nous étions incapables d'expliquer. Ce rift fait plus de 2000 mètres de profondeur et longe l'arête dorsale. Jusqu'où s'étend cette étrange chaîne de montagnes? Une fois de plus, la réponse viendra d'une étude menée dans le domaine des câbles sous-marins. Ces derniers ayant tendance à se casser, une compagnie des télégraphes charge Marie Tarp et son équipe de trouver un emplacement où les câbles ne risquent pas d'être coupés. Marie Tarp estime que les dommages subis par les câbles pourraient être causés par l'activité sismique des fonds marins. Elle commence donc à pointer sur la carte l'épicentre des tremblements de terre. Détail très intéressant, les points rouges qui signalent les épicentres se trouvent exactement sur la dorsale océanique. C'est-à-dire que les séismes des fonds marins sont concentrés le long de l'arête de la dorsale. Nous savions qu'il existait une corrélation entre les séismes et le fossé d'effondrement. Quand on ne pouvait pas effectuer de sondage, mais qu'il y avait des séismes à un endroit donné, on savait que le rift se trouvait à cet endroit, simplement en se basant sur les séismes. Cela nous a permis d'établir une carte de région qui n'avait jamais été explorée auparavant. Marie Tarp et son équipe étudient l'activité sismique des fonds marins tout autour du globe et reportent ces sites sur une carte. Ils découvrent que dans les autres océans, comme dans l'Atlantique Nord, les épicentres se concentrent sur des sites rapprochés formant une chaîne. Ils sont désormais certains qu'une dorsale longe la chaîne formée par ces sites. À partir de ces données limitées, le Dr Isen et Marie Tarp déduisent la topographie des fonds océaniques. Voici la première carte des fonds océaniques qu'ils ont réalisée en 1977, 25 ans après le début du projet. La dorsale médio-océanique, qui couvre l'océan Atlantique, s'étend jusqu'à l'océan Indien et même jusqu'à l'océan Pacifique. Elle mesure en tout 65 000 kilomètres. C'est une chaîne montagneuse gigantesque qui fait 1,5 fois le tour de la Terre. Elle forme un paysage sous-marin que nul n'aurait pu imaginer. Entre un tracé exact et un tracé moins exact, vous devez vous servir de votre intuition et garder à l'esprit les caractéristiques physionomiques générales des différentes régions de la Terre. Nous avions certaines contraintes, mais nous devions quand même combler ces lacunes de notre mieux.
On a usé beaucoup de crayons. Vingt ans après la parution de cette première carte, d'autres données sur la topographie des fonds marins sont obtenues depuis l'espace. Le satellite de la marine américaine GEOSAT est équipé d'un altimètre radar très sophistiqué. Grâce à cet appareil, GEOSAT peut, à 800 km d'altitude, définir la forme de la surface de la mer à quelques centimètres près. S'il y a une dorsale sous la mer, la surface de l'eau est bombée à cause de la gravité. Cette légère différence de forme permet de déterminer le relief du plancher océanique. Les données collectées par GEOSAT seront longtemps gardées secrètes par l'armée. Mais en 1995, avec la fin de la guerre froide, elles seront enfin dévoilées. Grâce au relevé topographique de GEOSAT, nous savons aujourd'hui non seulement où se trouve la dorsale océanique, mais nous pouvons même visualiser les détails du plancher océanique presque partout dans le monde. Chaque chiffre sur cet écran représente la profondeur de l'océan à un point donné. Grâce aux informations de GEOSAT et à d'autres données récentes collectées lors de diverses études océanographiques, nous pouvons visualiser le fond océanique de la Terre. Voilà à quoi ressemble le plancher océanique, le relief caché sous les eaux. Sa particularité la plus spectaculaire est sans conteste la dorsale océanique découverte par l'équipe de Maritarp. Une chaîne montagneuse de 65 000 km, véritable colonne vertébrale de la Terre. Installé dans l'axe de la dorsale, le rift s'enfonce en forme de V. Sur les flancs de la dorsale, on distingue de profondes failles. Le rift est large d'environ 50 km. À l'intérieur, des paliers de plus de 100 mètres de hauteur se succèdent jusqu'au fond. La vallée s'enfonce jusqu'à 2500 mètres de profondeur et s'étend indéfiniment le long de la dorsale. Hormis la dorsale océanique, le relief sous-marin recèle d'autres paysages grandioses, sans égal sur la terre ferme. Au milieu de l'océan Pacifique se trouve l'archipel des îles Hawaï. Si l'on enlevait l'eau, le côté est de l'île d'Hawaï ressemblerait à une gigantesque montagne. La distance du fond de l'océan au sommet est d'environ 10 000 mètres. C'est de loin la plus haute montagne de la Terre, dépassant largement l'Everest. À partir de l'île d'Hawaï, cette chaîne de montagnes sous-marines s'étend sur une distance de 5000 km. À l'ouest de l'océan Pacifique, bordant l'archipel nippon, se trouve la fosse du Japon, l'un des points les plus profonds de la Terre. Des falaises escarpées descendent jusqu'au fond de l'océan, à plus de 10 000 mètres de profondeur. C'est là que le plancher de l'océan Pacifique est le plus proche du centre de la Terre. C'est donc une zone très sensible, soumise à de fréquents séismes. C'est grâce à l'immersion du premier câble télégraphique, il y a 150 ans, que nous connaissons aujourd'hui le vrai visage du relief sous-marin.
La dorsale médio-océanique est l'une des caractéristiques les plus fascinantes du plancher océanique. Dans le rift de la dorsale, on peut découvrir d'étranges paysages que l'on ne voit nulle part ailleurs. Nous sommes dans le Pacifique Est, au large du Mexique. Là, à environ 3000 mètres de profondeur, se trouve la dorsale océanique. Aujourd'hui encore, il n'est pas facile d'aller explorer le rift. Pour effectuer cette plongée dans les abysses, il faut un submersible capable de supporter une énorme pression. Alvin, le sous-marin de l'Institut océanographique de Woods Hole, est l'un des rares submersibles dans le monde capable de supporter la pression à plus de 3000 mètres de profondeur. Le voilà parti en exploration. « 200 mètres de profondeur, on ne voit que ce qui est éclairé par le projecteur du sous-marin, ce qui offre une visibilité d'environ 10 mètres. Soudain, au bout d'une heure et demie, apparaît dans le faisceau lumineux une fumée noire. En fait de fumée, il s'agit d'émanations d'eau chaude. L'eau de mer, réchauffée par le magma de la Terre, ressort par les fissures de la croûte océanique. La température de l'eau, à la sortie de la cheminée, peut dépasser 300 degrés Celsius. L'eau paraît noire car elle est enrichie en éléments tels que le fer et le cuivre. Ces sources hydrothermales ont été baptisées fumeurs noirs en raison de leur couleur. En certains endroits, les sources hydrothermales sont très nombreuses. Cela prouve que le magma remonte jusqu'à la croûte océanique au fond du rift. Des organismes trouvent leurs nutriments dans ces sources hydrothermales et vivent autour des fumeurs noirs. Ce rocher est entièrement recouvert d'une substance blanchâtre et visqueuse. En y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit de tubes de 5 cm de diamètre environ. Chacun de ces tubes est en fait un organisme vivant. On les appelle des vers tubicoles en raison de leur forme. Des branchies rouges sortent de l'extrémité des tubes. À l'aide de ces branchies, le ver absorbe des composés sulfurés. Grâce à une bactérie qui se trouve à l'intérieur de son organisme, il transforme le soufre en nutriments. Il y a aussi quelques poissons. Celui-ci mesure environ 50 cm et fait probablement partie de la famille des oarcidés. Derrière lui, une congrégation de crabes des grands fonds. Parce qu'ils vivent dans les abysses, que la lumière du soleil n'atteint jamais, ces crabes n'ont pas d'yeux. Le rift grouille de créatures plus étonnantes les unes que les autres.
Plus loin, nous découvrons un paysage encore plus fascinant. Le plancher océanique est hérissé de structures en forme de piliers. Certaines mesurent plus de 10 mètres. On se croirait dans les ruines d'un palais. Ce paysage s'étend sur plusieurs kilomètres. Que s'est-il passé dans le rift? D'où viennent ces étranges colonnes? Les sons peuvent se propager très loin sous l'eau. Ainsi, ils constituent un excellent moyen pour détecter l'activité sous-marine. Durant la guerre froide, la marine américaine a mis au point un système de surveillance sous-marine utilisant le son. Ce système localisait rapidement les sous-marins soviétiques grâce à des micros hypersensibles. Il a été baptisé Soyuz. Voici l'un des microphones les plus sensibles utilisés dans les années 60. Ces microphones étaient installés sur plusieurs milliers de kilomètres depuis les côtes américaines jusque dans les eaux japonaises. Par le plus grand des hasards, Soyuz a enregistré dans les abysses un événement qu'aucune oreille humaine n'aurait pu entendre. Nous sommes dans un laboratoire d'écologie marine du Pacifique, à Newport, dans l'Oregon. Comme je vous le disais, c'est réservé au personnel. Je vais mettre ma main devant pour taper le code. C'est dans cette pièce, gardée nuit et jour pour préserver le secret militaire, qu'arrivent les données enregistrées par Soyuz depuis les bases navales secrètes. Depuis 1991, les scientifiques analysent chaque jour ces données. Le 26 juin 1993, Soyuz capte un bruit assourdissant. Le bruit ressemble à un grondement provenant des entrailles de la Terre. Il va se répéter pendant plus d'1 heure. La source du bruit se trouve quelque part dans le rift de la dorsale océanique, au large des côtes de l'Oregon. Deux semaines plus tard, une équipe de chercheurs canadiens et américains se rend sur les lieux. À l'aide d'une caméra sous-marine télécommandée, l'équipe filme le plancher océanique d'où provient ce son étrange. Près du fond, l'eau est envahie de milliers de petites particules blanches. Ces particules sont en fait des bactéries qui vivent normalement sous terre. Elles ont été éjectées de leur habitat naturel et continuent de jaillir par des fissures récentes. Non loin, des vers tubicoles ont perdu leur couleur à cause de la chaleur. Tous ces phénomènes semblent indiquer qu'il y a eu une éruption volcanique toute récente au fond de l'océan.
Ces roches rondes et noires sont les preuves irréfutables d'une éruption volcanique. Elles se sont formées lorsque le magma est entré en contact avec l'eau. Ces images ont été filmées au large de l'île de Hawaï, à environ 20 mètres de profondeur. La surface du magma est immédiatement refroidie et durcie par l'eau glacée, mais à l'intérieur, il est toujours brûlant et fluide. Il brise la surface dure et continue de couler sur le plancher océanique. Conséquence, les coulées se chevauchent et finissent par former ces roches que l'on appelle des laves en coussin. Le bruit capté par les microphones sous-marins était donc celui d'une éruption de magma en fusion comprimée sous la croûte du rift. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu 3 éruptions dans cette région le long de cette partie de la dorsale au cours de ces 15 dernières années. Et cela nous a étonnés. Grâce à Sosus, nous pouvons désormais entendre les éruptions sous-marines. Sans ce matériel, nous n'aurions aucun moyen de savoir quand ces éruptions interviennent. C'est le seul moyen. Nous savons aujourd'hui, grâce à diverses études, que des éruptions sous-marines ont lieu non seulement au large des côtes de l'Oregon, mais aussi dans n'importe quelle partie du rift de la dorsale océanique. Cette gigantesque dorsale, qui fait le tour du globe, est donc en fait une chaîne de montagnes volcaniques, une myriade de volcans alignés les uns à côté des autres. Et ce n'est pas tout. Apparemment, ces éruptions sont bien plus gigantesques que celles que l'on peut voir sur Terre. Comment le savons-nous? Ce sont ces étranges colonnes découvertes au fond du rift qui nous en ont fourni la clé. Les scientifiques de l'Institut océanographique de Woods Hole ont récupéré une partie de colonne pour essayer de découvrir comment elle s'était formée. Cette colonne est en fait un magma qui a jailli et s'est refroidi au contact de l'eau. La colonne est creuse. La cavité mesure environ 10 cm de diamètre. C'est cette cavité qui intéresse les scientifiques. Ils en ont déduit qu'au moment de l'éruption volcanique, l'eau de mer jaillissait à travers la lave en fusion en train de s'accumuler. La cavité servait donc de canal à l'eau de mer. Seule, la portion de lave en contact avec l'eau de mer s'est refroidie, a durci et a formé ces colonnes. Ces étranges colonnes seraient donc les vestiges d'une éruption volcanique gigantesque. Ainsi, le processus des éruptions volcaniques sous-marines devient évident. En voici la reconstitution. Nous sommes dans la dorsale du Pacifique. Le rift de 200 mètres de large s'étend sur des kilomètres. Soudain, quelque chose vient perturber la tranquillité du rift. Dans un vacarme énorme, la lave en fusion commence à jaillir.
un torrent de lave déferle sur le rift. Les coulées de lave peuvent atteindre 30 km à l'heure. En plus de la lave, le noyau de la Terre crache également du dioxyde de carbone, du soufre et des substances diverses. Le rift, large de 200 mètres, est rapidement submergé par la lave en fusion sur plusieurs kilomètres de longueur. Petit à petit, la surface de la lave en contact avec l'eau se refroidit et forme une couche dure, lisse et noire, mais à l'intérieur le magma en fusion est toujours fluide. Ici et là, des bulles d'eau apparaissent. L'eau de mer coincée et réchauffée par la lave en fusion remonte à la surface. La lave, en contact avec l'eau qui remonte, commence à refroidir et à durcir. Bientôt, il ne reste plus que les parties refroidies par les remontées d'eau de mer, ces étranges colonnes de lave. Les colonnes mesurent environ 10 mètres de haut. Elles indiquent à quelle hauteur est montée la lave lors de l'éruption. Personne n'a encore pu être le témoin d'une telle éruption volcanique. Il faut dire qu'elle se déroule à 3000 mètres de profondeur et dans l'obscurité la plus totale. Mais des études ont confirmé qu'une seule éruption avait déjà rempli un rift large de 200 mètres sur plus de 10 km de long. Alors pourquoi y a-t-il une telle activité volcanique sous le plancher océanique? La réponse réside dans la tectonique des plaques qui dicte les mouvements de la croûte océanique. Selon la théorie de la tectonique des plaques, apparue dans les années 60, les fonds océaniques, ou plaques, dérivent lentement. Grâce au programme de forage Ocean Drilling Program, lancé en 1968, cette théorie a pu être vérifiée. Lors de ce programme, un bateau spécialement conçu est allé prélever des carottes dans les fonds océaniques du monde entier. Ces prélèvements ont ensuite pu être datés afin de déterminer l'origine de leur formation. Sur cette map monde, les régions océaniques ont été coloriées selon leur âge, du plus clair pour les plus récentes au plus foncé pour les plus vieilles, formées il y a 200 millions d'années. Les fonds océaniques récents coïncident exactement avec l'emplacement de la dorsale. Le nouveau plancher océanique se forme au niveau du rift. Plus on s'éloigne de la dorsale, plus le plancher océanique est vieux. En d'autres termes, la dorsale océanique, qui recouvre le magma en fusion, n'est autre qu'une usine à plancher océanique. Elle est le point de départ de la dérive de la croûte océanique. Le rift, qui s'est formé sur la crête de la dorsale, est en renouvellement permanent. C'est là que se retrouvent toutes les substances éjectées du centre de la Terre. L'activité volcanique incessante qui y règne pourrait être comparée aux respirations de la planète.
Pratiquement 65% de l'activité volcanique mondiale est concentrée le long de la dorsale médio-océanique, qui mesure environ 60 000 km. On peut donc dire qu'il se passe plus de choses sous l'eau que sur la Terre. Je veux dire sur la terre ferme. C'est au fond des océans, ce monde invisible pour nous, qu'ont lieu les activités les plus violentes de notre planète. Cette activité, nous le savons aujourd'hui grâce à de récentes études, est intimement liée à l'existence même des océans sur la Terre. Nous pourrons en savoir plus long en la comparant à ce qui se passe sur les autres planètes du système solaire. La Terre est la seule planète du système solaire qui possède des océans. Sur Mars, notre voisine, il n'y a pas d'eau. Même s'il semblerait qu'il y ait eu des océans, il y a de cela plusieurs milliards d'années. Nous sommes à l'université de Tucson, en Arizona. Le professeur Victor Becker, du laboratoire lunaire et planétaire, s'est penché sur les différentes données géologiques de Mars. Il en a conclu qu'un quart de la planète a été autrefois recouvert d'eau. Sur Mars, les zones de dépression sont plus fréquentes dans l'hémisphère nord. Le professeur Becker pense que c'est dans ces régions que se trouvaient les mers. Les plaines du Nord montrent clairement qu'il y a eu de l'eau. Ces plaines sont apparemment recouvertes de sédiments. Il semblerait que des côtes se dessinent sur les bords. Tout cela vient renforcer la théorie selon laquelle il y aurait eu de l'eau sur Mars. Voilà, selon le professeur Becker, à quoi ressemblait Mars quand l'eau y coulait. La profondeur des mers aurait atteint 1000 mètres ou peut-être plus. Quand il y avait de l'eau sur Mars, la planète ressemblait probablement à la Terre aujourd'hui. De nombreux scientifiques pensent qu'une forme de vie a sûrement vu le jour dans les mers martiennes, tout comme sur notre planète. Les deux planètes ont subi une évolution similaire. Sur Mars, l'atmosphère était chargée de dioxyde de carbone et d'autres gaz responsables de l'effet de serre. Grâce à ces gaz, le climat martien était chaud. Mais la présence de l'eau provoque la diminution du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En effet, le dioxyde de carbone est soluble dans l'eau. À son contact, il forme cette substance blanche. Après une réaction chimique, il se transforme en sédiments qui se déposent au fond de la mer. Ainsi, le dioxyde de carbone disparaît peu à peu de l'atmosphère. Le docteur Christopher McKay, du centre de recherche Ames de la NASA, estime que c'est pour cette raison que les mers ont disparu si rapidement de la surface de Mars. Voici un gros plan du canyon de la région Valles Marineris. Et en plein milieu du canyon, il y a un plateau sédimentaire. Nous pensons que ces sédiments sont des carbonates qui se sont formés quand il y avait de l'eau dans le canyon. Et que ces carbonates sont les sédiments provenant du dioxyde de carbone présent autrefois dans l'atmosphère martienne. Cette formation de carbonates a modifié l'atmosphère martienne.
Elle est devenue très froide, l'eau a gelé et elle est restée dans le sol sous forme de permafrost, c'est-à-dire un sol perpétuellement gelé. Une légère variation dans la quantité de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère peut provoquer des changements climatiques radicaux. Sur Mars, où le dioxyde de carbone dans l'atmosphère a diminué, la température a chuté. Les mers ont gelé, et avec la diminution de l'évaporation de l'eau, les pluies ont cessé. L'eau de mer s'est finalement infiltrée dans le sol, elle a gelé, et elle est restée coincée sous la surface. Mars est devenu une planète morte, avec une température moyenne de moins 70 degrés Celsius. Aujourd'hui, Mars offre un paysage désolé. On peut y apercevoir, ici ou là, quelques volcans isolés, mais aucune chaîne montagneuse volcanique comme sur la Terre. La tectonique des plaques, qui fait bouger le fond des océans, n'a jamais eu lieu sur Mars. C'est sans doute ce qui fait toute la différence entre Mars et la Terre. Sur la Terre, les océans continuent d'exister sans geler depuis 4,5 milliards d'années. Sur la Terre, comme autrefois sur Mars, le dioxyde de carbone de l'atmosphère est dissous dans la mer. Mais la Terre possède un mécanisme qui lui permet de renvoyer dans l'atmosphère le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'eau. Ce mécanisme, ce sont les éruptions volcaniques fréquentes dans les chaînes montagneuses du plancher océanique. En plus de la lave en fusion, les volcans recrachent le dioxyde de carbone parmi d'autres gaz volcaniques. Cette activité volcanique sert à compenser la réduction de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce carbonate sera recyclé grâce à la tectonique des plaques, qui va l'entraîner sous terre, où à très haute température, le carbonate redeviendra du dioxyde de carbone et sera recraché par les volcans. Ce recyclage est vital pour la bonne santé de la Terre. Sans lui, la Terre ne serait pas habitable. L'atmosphère perd 300 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Mais elle retrouve ces mêmes 300 millions de tonnes grâce à l'activité volcanique. C'est ce mécanisme magique qui préserve nos océans depuis plusieurs milliards d'années. Mieux encore, l'environnement tempéré de la planète, à une température moyenne de 15 degrés, a pu être sauvegardé grâce à la présence de chaînes de montagnes volcaniques au fond de la mer. En effet, sans les volcans océaniques, la température chuterait radicalement et les océans sur la Terre gèleraient comme ils l'ont fait sur Mars. Si cela s'était produit, l'évolution de la vie favorisée par la mer aurait été stoppée net. La présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère s'est maintenue grâce aux chaînes volcaniques du fond de l'océan. Grâce à ce mécanisme, la vie a pu se développer sur la Terre. Nous ignorons encore ce qui a déclenché la tectonique des plaques sur la Terre. Mais nous sommes sûrs d'une chose, sans la tectonique des plaques et les éruptions volcaniques, les océans n'existeraient pas et nous ne serions pas là. L'exploration des fonds marins n'est rien d'autre qu'une plongée vers les origines de la Terre, la planète de la vie.
Aujourd'hui, la quête de connaissance des abysses prend une nouvelle dimension. Nous commençons seulement à entrevoir la vraie nature de la dorsale médio-océanique, et beaucoup de questions restent sans réponse. Dans l'océan Pacifique, au large du Pérou, le Centre de sciences et de technologie marine du Japon explore les fonds marins grâce à son submersible, le Shinkai 6500. Du matériel de surveillance a été installé le long de la dorsale médio-océanique afin de contrôler son activité tout au long de l'année. Cette expérience est une première mondiale. La dorsale médio-océanique pourrait bien être la clé qui nous permettra de mieux connaître notre planète et les formes de vie qu'elle abrite. La dorsale ne rejette pas seulement du dioxyde de carbone du centre de la Terre, mais aussi d'autres substances. Que deviennent ces substances une fois dissoutes dans la mer? Et quel effet ont-elles sur les organismes vivants? La dorsale médio-océanique est la dernière région encore vierge. Son exploration ne fait que commencer.